Je dirigeais l'entreprise de mon beau-père. Donne-nous les comptes, les mots de passe et les documents à exiger ma belle-mère après sa mort. Fais tes valises et va-t'en, a ricané mon mari à côté de sa maîtresse. Tout est à vous, et je souris en faisant glisser le dossier. Un seul regard, ils ont blêmi. Je m'appelle Rachel. J'ai 33 ans et depuis 5 ans, je travaille dans l'imprimerie familiale de mon mari. Juste à la sortie de Nantes. Ce n'était pas censé être le travail de ma vie. J'étais conceptrice web, je travaillais à distance et j'adorais cette liberté. Mais après le décès du père de Didier, je suis intervenu pour aider temporairement. Ce temporaire est devenu permanent. Didier, mon mari, est soudainement devenu la vitrine de l'entreprise. Mais c'était moi qui faisais tout en coulisses, les factures, la communication avec les clients, les corrections de mise en page, les ajustements de données. La préparation des fichiers de dernière minute, tout ça. Nous n'avions pas les moyens d'embaucher quelqu'un d'autre. Didier s'occupait des machines et des livraisons. Sa mère, Éléonore, vivait avec nous au-dessus de l'atelier et ne contribuait absolument à rien. Sauf à se plaindre. Tu es toujours en train de fixer cet écran. Tu ne peux pas trouver un vrai travail, a-t-elle dit un après-midi. En me regardant finaliser une brochure d'entreprise pour l'un de nos plus gros clients. Peut-être trouver un emploi où tu ne restes pas assise sur tes fesses toute la journée. Je me suis mordu la langue. Elle ne considérait pas ce que je faisais comme du travail. Peu importait que je sois la raison pour laquelle la moitié de nos clients restaient avec nous. Peu importait que j'aie rationalisé tout leur système de commande interne après la mort du père de Didier, si ça n'impliquait pas de sueur ou de graisse sur les mains. Éléonore considérait que c'était de la paresse. Je la tolérais à cause du père de Didier. Il avait été gentil, juste et, plus important encore, il me faisait confiance. Avant de mourir, il m'avait dit tranquillement, « Rachel, cette entreprise aura besoin de toi. Didier ne peut pas la diriger seul. Je sais que tu n'es pas techniquement de la famille par le sang, mais pour moi, tu es la seule personne sur qui je puisse compter. » Je me souvenais encore que ce que Didier ne savait pas faire avec les chiffres, les ordinateurs ou les contrats, je le faisais en silence. Je n'ai jamais fait d'histoire. Je pensais que c'était noble. Je pensais qu'un jour, ils verraient. Ils n'ont pas vu. Le ton d'Éléonore a empiré après les funérailles. Elle a commencé à suggérer que je ne faisais peut-être pas ma part du travail. Didier, autrefois compréhensif, a commencé à lui faire écho. « Tu sais, c'est bizarre, a-t-il dit un soir alors que nous nous mettions au lit. Je me crève au boulot avec les livraisons et toi ? Tu ne fais que tapoter sur des touches toute la journée. Parfois, j'ai l'impression d'être le seul à travailler. » Je l'ai dévisagé. « Tu penses que cette entreprise tourne toute seule ?» ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules. Je veux dire, on avait Mélissa pour faire ce genre de choses avant, non? C'était la première fois que j'entendais son nom depuis des années. Mélissa, l'ancienne employée et amie d'enfance de Didier. Elle avait travaillé brièvement à l'atelier il y a des années avant mon arrivée. Selon le père de Didier, c'était un cauchemar, paresseuse, négligente, et incapable de faire même des calculs de base. Elle avait fait tellement d'erreurs qu'il avait dû refaire des factures à la main. Elle avait démissionné avant de pouvoir être renvoyée. Maintenant, elle était de retour, pas officiellement, juste en apparaissant de temps en temps. D'abord pour un bonjour rapide, puis pour prendre des nouvelles d'Éléonore. Puis soudainement pour de longues discussions autour d'un café dans la cuisine du bureau. Éléonore l'adorait. « C'est une fille si gentille, disait-elle, si serviable, si pleine d'idées. » Mélissa ne savait même pas comment utiliser notre logiciel d'impression. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Éléonore la laissait traîner tout en me regardant comme si j'étais le problème. Quelque chose a changé. Didier a commencé à être distant, à rentrer tard, à sortir pour des verres avec des clients même quand il n'y avait pas de commande. Éléonore chuchotait constamment avec Mélissa. Une fois, je suis entré et elles se sont tues en pleine phrase. J'aurais dû dire quelque chose, mais à la place, j'ai déversé ma frustration dans autre chose, l'écriture. J'ai lancé un blog anonyme appelé La Partenaire Invisible. Je postais des captures d'écran de factures ridicules, des photos de mon bureau en désordre à 23h52, des histoires sur des clients qui envoyaient des fichiers en comique sans exiger un résultat de luxe. C'était une thérapie. Mais ensuite, ça a commencé à prendre. Les gens ont commencé à commenter, à partager. En quelques mois, j'avais 5 000 abonnés, puis 2 000. On m'a contacté pour des publicités, puis des articles invités, avant que je ne m'en rende compte. J'avais un public à 6 chiffres et un flux croissant de revenus publicitaires. Aucun d'entre eux ne savait que c'était moi. Ni Didier, ni Éléonore, ni Mélissa. Et je ne leur ai rien dit, non pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était la première chose depuis des années qui était vraiment à moi. Ce vendredi-là a commencé comme n'importe quel autre. Je corrigeais un fichier envoyé par un client de premier plan. Une revue médicale qui avait besoin de réimpression urgente. La soumission originale avait des problèmes. Les polices n'étaient pas vectorisées et les couleurs étaient mauvaises. Je leur ai envoyé un message
J'ai obtenu leur approbation pour les changements et j'ai travaillé pendant le déjeuner pour finir. Didier n'était pas là. Il était parti à 15 heures pour une bière rapide avec un fournisseur. Et Léonore était partie à peu près au même moment, habillé bien trop élégamment pour aller faire les courses. À 18h30, le client a appelé. Une chance qu'on puisse avoir un échantillon livré ce soir. On a besoin de l'approbation finale pour dimanche. J'ai hésité. Techniquement, c'était le travail de Didier de gérer les livraisons. Mais je ne voulais pas risquer de les perdre. Je vous l'apporte moi-même et je dis. J'ai imprimé l'échantillon, je l'ai emballé et j'ai traversé la Loire pour me rendre en ville. J'ai fait la livraison sans problème. Le client était satisfait. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais sur le chemin du retour, j'ai décidé de prendre un verre, quelque chose pour me récompenser, alors que je me garais près d'un bar du centre-ville. J'ai vu un groupe marcher sur le trottoir plus loin. Un homme et une femme, bras dessus, bras dessous, en train de rire. Une autre femme marchait juste à côté d'eux. J'ai plissé les yeux à travers le pare-brise. La démarche de l'homme était familière. Sa carrure, sa veste. Didier. La femme accrochée à son bras, Mélissa. Et la femme à côté d'eux, bavardant et rayonnant comme si elle faisait partie d'une parade de la victoire, Éléonore. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis affalé sur mon siège et j'ai éteint les phares. Ils sont passés devant la voiture, riant de quelque chose que Mélissa avait dit. Puis je les ai regardés disparaître dans un restaurant chic. Pas n'importe quel restaurant. Un endroit haut de gamme avec des banquettes en cuir et des plats à 75 €. Didier leur tenait la porte comme un gentleman. Éléonore rejetait ses cheveux en arrière comme une reine. Mélissa se penchait sur l'épaule de Didier. Il ne l'avait pas vu. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise là, dans le noir. Le café a emporté refroidissant dans mon portable, me demandant comment j'avais pu laisser cela devenir ma vie et me demandant, avec une terreur grandissante, si on me l'avait déjà enlevé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, après les avoir vus ensemble. Je suis rentré à la maison et je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes, agrippant simplement le volant. Je n'arrêtais pas de revoir l'image, Mélissa au bras de mon mari, comme si elle avait toujours été. À sa place, Éléonore rayonnant comme si elle avait gagné un prix. Mon monde n'avait pas seulement basculé, il s'était brisé en silence derrière une vitre teintée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai fait ce que je fais toujours, j'ai élaboré un plan. À 2 heures du matin, j'avais fait une valise, rassemblé mon ordinateur portable, mes clés USB et les sauvegardes de toutes les données critiques de l'entreprise et je les avais cachées dans le coffre de ma voiture. J'ai utilisé ma carte personnelle pour réserver une entreprise de déménagement pour 9 heures. Je ne voulais rien laisser au hasard. À 5 heures, je me suis enfin allongé tout habillé, fixant le plafond jusqu'à ce que le soleil se lève et que l'illusion de la vie normale reprenne. Ils sont revenus en milieu de matinée. On a croisé Mélissa en ville, a dit Éléonore en posant son sac à main sur le comptoir. On a passé une super soirée. Didier a suivi en bâillant. Je ne savais pas qu'on trouvait encore de bons steaks à Nantes. Il n'essayait même plus de mentir. Il voulait que je sache. Je me suis versé un café et je suis passé devant eux sans un mot. Pendant les 2 jours suivants, j'ai agi comme si rien n'avait changé. J'ai continué à faire la comptabilité, à répondre aux mails des clients, à préparer les fichiers de mise en page. J'ai même souri à Éléonore quand elle m'a demandé si j'avais pensé à prendre un vrai travail. L'entreprise de déménagement est arrivée pile à l'heure, a pris les cartons que j'avais étiquetés avec mon nom de jeune fille et les a emmenés directement chez mes parents. Le jeudi, j'étais prête, et aussi. Ça a commencé avec Éléonore qui m'a coincé dans la cuisine du bureau. Mélissa nous a dit quelques trucs, a-t-elle dit en remuant son thé, comme le fait que c'est bizarre qu'on n'ait vu aucun des papiers financiers de ton côté, ou comme c'est pratique que tu aies été la seule à gérer le compte en banque de papa depuis sa mort. Je me suis tourné vers elle. Tu penses que je cache de l'argent? Eh bien, dit Mélissa, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Plus tard ce soir-là, Didier en a parlé au dîner. Tu nous caches des choses, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Il doit y avoir de l'argent, de l'assurance, des économies, quelque chose que tu ne nous dis pas. Je vous ai tout dit. Ce que ton père a laissé a servi à couvrir les dettes de l'année dernière. Mélissa dit le contraire. Mélissa ne connaissait même pas ton père, ai-je lâché. Elle nous connaît depuis que l'on est enfant, a dit Éléonore, les bras croisés. Je les ai regardés l'un après l'autre. C'était là, la nouvelle alliance. Mélissa m'avait remplacé. Si c'est ce que vous croyez, dis-je calmement, alors il n'y a plus rien à dire. S'il a dit Didier, je veux le divorce. Tu peux prendre tes affaires et partir. Et tu nous donneras les comptes de l'entreprise, a ajouté Éléonore. Et les mots de passe et les relevés bancaires. Tout. Je les ai fixés tous les deux un long moment. Puis j'ai hoché la tête. D'accord. Ils ont été stupéfaits de la rapidité avec laquelle j'ai accepté. Je n'ai pas crié, pas protesté, pas supplié. Ça les a décontenancés.
Il ne savait pas que j'avais déjà tout déménagé. Ma brosse à dents, mon ordinateur portable, les boucles d'oreilles de ma grand-mère disparues. J'avais même redirigé mon accès mail et mes alertes bancaires vers un nouveau domaine. Pour eux, j'étais toujours la femme discrète, toujours la femme qui ne se défendrait pas. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà quitté le champ de bataille. Le lendemain, j'ai reçu un mail laconique de Didier. Objet, papier de divorce et réunion de finalisation. Il voulait qu'on se voie au bureau. Mélissa serait présente comme témoin. Bien sûr qu'elle le serait. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance. L'atelier était vide, à l'exception du léger bourdonnement des imprimantes en veille. Mélissa était derrière le bureau, tapotant sur son téléphone d'une main et sirotant quelque chose qui semblait cher de l'autre. Elle n'a même pas fait semblant de se lever. « Rachel, dit-elle sèchement. »« Mélissa. » Le silence entre nous vibrait d'une histoire qu'aucune de nous ne nommerait. Éléonore et Didier sont arrivés quelques minutes plus tard. Didier portait un dossier. Éléonore avait l'air suffisante. « Ne perdons pas de temps » a dit Didier en faisant glisser le dossier sur le bureau. Signe, puis remet les documents, les cartes, les identifiants, tout. « Pas d'excuses » ai-je demandé. « Pourquoi » a ricané Éléonore. « Pour t'avoir laissé rester trop longtemps dans cette famille ?» Mélissa a reniflé. J'ai ouvert le dossier. Didier avait déjà signé. J'ai parcouru les termes. Tout était standard. Actif, passif, division de rien. J'ai pris le stylo, j'ai signé mon nom et je le lui ai rendu sans émotion. Bien, a dit Didier. Maintenant, les comptes. J'ai sorti une enveloppe noire de mon sac. Ceci contient les relevés bancaires les plus récents, les informations d'accès et les données d'exploitation. Tout ce que vous avez demandé. Didier l'a attrapé. Éléonore s'est penchée par-dessus son épaule comme si elle ne pouvait pas attendre. Mélissa a contourné le bureau pour venir à côté d'eux. Je suis restée silencieuse pendant qu'ils dépliaient le premier relevé. 3 têtes se sont penchées. Il y a eu une pause, puis une plus longue. Mélissa a cligné des yeux. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Didier a tourné la page. Éléonore a plissé les yeux. Non, ce n'est pas correct. Ça doit être vieux. C'est de cette semaine, ai-je dit calmement. Non, a dit Mélissa sèchement. Ce solde est-il doit y avoir un deuxième compte? Didier est passé à la page suivante, puis à la suivante. Rien ne changeait. Les doigts de Mélissa tremblaient alors qu'elle retournait la dernière page. Ses yeux se sont arrêtés sur le nombre en bas, 26,94 €. Elle s'est figée. Mélissa a fixé le chiffre comme s'il pouvait se réarranger si elle clignait des yeux assez fort. 26 €, a-t-elle murmuré. 94, ai-je corrigé. Didier a levé les yeux vers moi, le visage blême. C'est quoi ce bordel? A-t-il lâché? Où est le reste de l'argent? Où est l'héritage, l'assurance vie, les économies? Disparu, ai-je dit simplement. Dépensé principalement en paiement de location, réparation de camions, facture d'électricité, coût de matériaux et vos plaisirs personnels, bien sûr. C'est impossible, a dit Éléonore. On a vu les factures. Il y a de l'argent qui rentre chaque mois. C'est vrai, dis-je, mais vous l'avez dilapidé. Vous deux, vous avez acheté des bottes en cuir à 280 € et des bouteilles de ligne à 85 € pendant que je remboursais les dettes et refinançais le leasing de l'imprimante. Mélissa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et maintenant, c'est tout? Non, dis-je calmement en posant ma main sur le dossier de la chaise. Il y a plus. J'ai sorti un dossier manie de mon sac et je l'ai posé sur la table. Mélissa a tressailli comme si j'avais lâché une bombe. À l'intérieur se trouvaient des copies des échéanciers de remboursement de prêts, des reçus de mes comptes personnels et des grands livres annotés soulignant chaque fois où j'avais couvert les erreurs de Didier et Éléonore. Je subventionne l'entreprise avec mes propres revenus, dis-je, parce que je croyais en l'entreprise, parce que ton père m'a demandé de la maintenir en vie. Quel revenu? Didier a plissé les yeux. Tu n'as pas d'autre travail? Je tiens un blog, dis-je. Ça a commencé comme quelque chose de petit. Tu sais, un moyen de me défouler. Mais maintenant, il a plus d'1,2 million d'abonnés. Un contrat de livre en préparation et des revenus publicitaires constants. Depuis 1 an et demi. Je dépose près de 5 500 € par mois sur le compte de l'entreprise pour couvrir vos déficits. Les yeux de Mélissa se sont écarquillés. Tu plaisantes? Non, dis-je. Et comme j'ai prêté ces fonds à l'entreprise et non pas donné, votre entreprise me doit maintenant plus de 75 000 € en prêts personnels non remboursés. Tout est détaillé, tout est enregistré, tout est légalement consigné. Didier a regardé le grand livre comme s'il était écrit en martien. Éléonore, pâle et sans voix pour la première fois depuis des années, s'était assise lentement. Je ne suis plus ta femme, dis-je, mais je suis maintenant une créancière. Et vous me rembourserez. Avec quoi? A craché Didier. On n'a même pas de quoi payer les salaires ce mois-ci. Plus mon problème. Mélissa a éclaté de rire. Tu es sérieuse? A-t-elle dit en se tournant vers Didier. Elle te laisse avec une montagne de dettes, une entreprise mourante et 26 bits à l'empoche. Didier ne parlait pas. Mélissa s'est tournée vers Éléonore. Tu avais dit que ce serait facile. Tu avais dit qu'elle n'était qu'une idiote de l'informatique assise derrière un ordinateur portable. Elle a tout géré et vous étiez trop arrogant pour le voir. Éléonore a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mélissa m'a regardé à nouveau. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Je l'ai déjà fait, dis-je, en partant.
Puis je me suis tourné vers Didier et Mélissa. Vous pouvez la garder. Je suis sorti la tête haute. 3 jours plus tard, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec l'une des plus grandes entreprises d'impression à la demande de l'ouest de la France. Ils adoraient mon blog, mon humour, mes analyses. Ils avaient déjà vu le public que j'apportais avec moi. J'ai été embauché comme consultante en design et stratège back-end. La même semaine, j'ai envoyé un avis formel à Didier et Éléonore par l'intermédiaire de mon avocat à condition de remboursement du prêt, reçu détaillé et un rappel amical que l'absence de réponse entraînerait une action en justice et la saisie des actifs restants. Ils n'ont jamais répondu. La nouvelle a vite circulé. À la fin du mois, plus de 70% des clients avec qui j'avais personnellement travaillé avaient annulé leur contrat. Avec l'atelier de Didier m'avaient contacté directement. Je n'avais même rien demandé. Ils ont juste suivi la piste des mails. Didier n'avait aucune idée de comment corriger les erreurs de formatage. Éléonore ne savait même pas comment ouvrir un PDF. En 6 semaines, j'avais lancé ma propre boutique de design, petite mais efficace, de freelance fiable. Un courtier en impression et une interface en ligne épurée. Nous n'avions même pas besoin d'une vitrine. Les clients adoraient. Je l'ai appelé Studio Renaissance. 2 mois plus tard, Didier et Éléonore se sont présentés chez mes parents. J'ai entendu la sonnette alors que j'examinais un dossier pour un client universitaire. Mon père a ouvert, puis m'a appelé sur le porche. Ils étaient là, Didier avec une chemise froissée, Éléonore ayant l'air d'avoir 10 ans de plus. Didier est tombé à genoux sur le perron. J'ai eu tort, a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai été stupide. J'ai laissé Mélissa me monter la tête. Je ne sais pas ce que je pensais. S'il te plaît, Rachel, reviens. Aide-nous à nous remettre sur pied. Éléonore s'était inclinée profondément à côté de lui. Nous n'avions pas réalisé ce que nous avions. Nous sommes désolés. Nous arrangerons les choses. Rentre juste à la maison. Derrière moi, ma mère est apparue silencieusement avec un balai à la main. Elle n'a pas parlé, mais son message était clair. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je les ai regardés tous les deux et je n'ai rien ressenti. Allez demander à Mélissa, dis-je. Oh, attendez. Elle a arrêté de répondre à vos appels, n'est-ce pas? Ils ont tressailli. J'ai maintenu cette entreprise en vie pendant que vous vous moquiez de moi. Vous avez laissé quelqu'un comme elle s'insinuer et vous monter contre moi. Et maintenant vous voulez de l'aide? Didier a levé les yeux, désespéré. S'il te plaît. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai reculé et j'ai refermé la porte derrière moi. Mes parents ont jeté du sel sur le porche. Ils ne croyaient pas à la superstition, mais ils croyaient au besoin de tourner la page. 2 mois plus tard, un appel est venu d'un avocat spécialiste des faillites. Rachel, a-t-il dit. J'ai été engagé par une petite imprimerie appartenant à vos anciens beaux-parents. Ils sont en grande difficulté financière. Nous examinions le registre des dettes et votre nom est apparu à plusieurs reprises, avant de procéder à la liquidation. Nous nous demandons si vous seriez prête à racheter l'entreprise. J'ai marqué une pause. La racheter? Je n'avais pas mis les pieds dans ce bâtiment depuis le jour où je suis parti. De combien parle-t-on? Quelques milliers d'euros, tout bien considéré. L'équipement est vieux. La plupart des clients sont partis. Mais on nous a dit qu'elle a encore une valeur sentimentale. Valeur sentimentale. J'ai pensé au père de Didier, l'homme qui avait dit un jour, si tout s'effondre, reprends les rênes, car tu es la seule à pouvoir redresser la barre. J'ai dit à l'avocat que j'allais y réfléchir. 1 semaine plus tard, j'ai visité le cimetière. J'ai placé un petit bouquet à côté de sa pierre tombale. Je me suis assise en tailleur et j'ai laissé le silence parler en premier. J'ai essayé, dis-je à voix haute. Vraiment. Mais ton fils et ta femme, ils n'ont pas su se sortir de leur propre pétrin. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le document de la proposition. Ils veulent que je rachète l'entreprise, dis-je. Sauver ce qui reste. Mettre mon nom sur les papiers cette fois. Une brise a traversé les arbres. Je pourrais en faire quelque chose à nouveau. L'utiliser comme une ligne d'impression satellite. Peut-être embaucher une vraie équipe. Une autre pause. Je pourrais reprendre Didier comme employé. Sans titre, sans pouvoir, juste du travail manuel. Le vent s'était arrêté, les arbres se sont immobilisés. J'ai souri. Ouais, je ne pensais pas que tu serais d'accord avec ça non plus. De retour à la maison, j'ai mis à jour mon blog. Nouveau billet, quand votre ex essaie de rendre l'entreprise qu'il a ruinée à la femme qu'il a traité de sangsue. La section des commentaires a explosé en quelques minutes. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. Enfin, vraiment libre.